Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans NCI Reportage. Bonsoir à tous. 4, c'est le nombre de morts en moyenne par jour sur les routes ivoiriennes. Jusqu'à quand? Ta moto n'a pas d'assurance, tu n'as pas de casque de protection. Tu me demandes pardon pourquoi je te laisse mourir. Mais ça va plus se répéter, mais il faut qu'on sanctionne. Hein? Donc on va mettre ça en fourrière. Dans le coin de la route, quand vous voyez déjà les bandes blanches, vous devez pouvoir ralentir déjà pour mettre le piéton qui est sur les bandes blanches en sécurité. Qu'est-ce qu'on devrait attendre d'un chauffeur de Baka pendant que l'élu, qui a une plaque d'immatriculation en bonne et due forme, décide de la masquer avec une plaque fantaisiste? Et puis quand la fermentation fait le goût... C'est pas du foutu banane, manioc, non, c'est du bampa. Attiqué pourri, attiqué fermenté. C'est ça, mélanger de la banane. C'est un repas qui est un peu rare. C'est l'odeur là même qui nous attire même en plus, et qui attire les Haïtiens. NCI Reportage. Ça commence maintenant. Le guichet unique du commerce extérieur. Le numérique au cœur de la performance commerciale. L'immobilier est une question d'adresse et nous avons la vôtre. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à la Bonsoir, Mélina. De janvier à février 2026, la Côte d'Ivoire a enregistré 4 morts par jour dans les accidents de la route, avec 98% des causes liées à l'action humaine. Oui, les accidents de la route continuent de faire des victimes dans le pays. Et malgré l'ensemble des mesures prises par l'État, les chiffres restent toujours préoccupants. Excès de vitesse, non-respect du code de la route, état des véhicules, les facteurs sont nombreux et les conséquences souvent dramatiques. Les autorités, elles, multiplient les actions au cœur du dispositif de sécurité routière avec Patrick Brédé et Roméo Tapé. Détachement à mon commandement, repos! Garde à vous! Repos! À quelques heures de la fête de Pâques, le lieutenant-colonel Dodora instruit ses hommes sur leur prochaine mission. On a eu beaucoup d'accidents dus à des usures pneumatiques. Insister sur les pneus, sur la pneumatique, insister aussi sur l'état aussi du véhicule. Le commandant du groupement de sécurisation routière veille au respect strict des textes en vigueur depuis le déclenchement de l'opération Tolérance Zéro. Vous respectez les tests et les consignes qui ont été données. En agglomération, 70 km/h, route nationale 110 km, autoroute 120 pour les véhicules légers. Pour les camions, 16 tonnes, agglomération 50 km, route nationale 90 km. Camions de plus de 16 tonnes, agglomération 50 km, route nationale et autoroute 80 km/h. Depuis la recrudescence des accidents en début d'année, le GSR multiplie les contrôles sur l'autoroute du Nord. Avec la faveur des Pâques, tout et tout, beaucoup de déplacements. Il y a aussi les fêtes de fin d'année, il y a aussi les saisons pluvieuses. Les accidents de la circulation sont la principale cause de mortalité des moins de 30 ans. On ne peut pas regarder la population se décimer ici, notre jeunesse se décimer ici. Avec les déplacements, les gens sont sur la route. Donc on sanctionne en même temps et on sensibilise. Dans tous les cas, la sanction a une valeur éducative. Quelques minutes plus tard, le GSR est à la manœuvre au péage d'Atinguier. Vous permettez à ceux-là de ralentir dans un premier temps, vous les stoppez et puis après vous les faites sortir tranquillement. C'est bon? Il faut fluidifier la circulation pour éviter un goulot d'étranglement sur cette voie où circulent plus de 20 000 véhicules pendant les grandes célébrations. Ce sont des situations qui peuvent créer des accidents. Il a carrément bouché la voie. Si les autres veulent sortir, c'est restreint, ils vont le percuter. Est-ce que vous comprenez? Donc quand c'est comme ça, on est obligé d'ouvrir la voie, de le faire partir. Les mauvais stationnements aussi sont source aussi de beaucoup d'accidents. Dès le début de l'opération, ces 2 motocyclistes sont interpellés. Permis. Ils ne possèdent pas de permis de conduire ni d'assurance pour leur moto. Ce matin, il y a eu accident. Il y a eu 2 morts. Quelqu'un qui était en moto, il est parti cogner un véhicule qui était garé. Il n'avait pas de casque. Ta moto n'a pas d'assurance. Tu n'as pas de casque de protection. Toi aussi, tu n'as pas de permis. Tu n'as pas d'assurance.
tu n'as pas de casque de protection. Mettez la moto en fourrière, mettez les motos en fourrière et puis vous les faites attendre par la brigade. Tu me demandes pardon pourquoi ils te laissent mourir. Mais ça ne va plus se répéter, mais il faut qu'on sanctionne. Hein? Donc on va mettre ça en fourrière. Voilà, et puis bon, ok, prenez contact avec les éléments, ils vont vous dire la suite, ce qu'il y a lieu de faire. En ce qui concerne les agents de 2 roues et 3 roues, ce que nous contrôlons, c'est d'abord le permis, il faut qu'il ait un permis. Deuxièmement, il faut que sa moto ait une assurance. Et puis il faut que l'individu lui-même ait le casque, c'est le minimum. De décembre 2025 à avril 2026, 4527 engins de 2 à 3 roues ont été mis en fourrière. Rendez-vous au PK54. 123 infractions liées au défaut d'assurance et 409 liées au non-port de casque ont aussi été enregistrées. Au PK54, le GSR accentue ses contrôles. Ce minicar, communément appelé Baka, va passer à un mauvais quart d'heure. Madame, monsieur, montez. Qui descend? Montez. Après, vous allez descendre. Montez. Et ici, qu'est-ce que vous allez contrôler? Ouais, sur le nom du passager et le véhicule. En partance pour Boaké, il transporte plus de bagages qu'il n'en faut. Maintenant, il y a des passagers qui ont l'air pareil. Mais est-ce que ce véhicule est approprié pour faire un tel transport de bagages? C'est pas approprié. C'est pas approprié. Est-ce que ces telles situations sont souvent à l'origine des accidents sur l'autoroute? Oui. Oui, parce que de tels chargements déstabilisent le véhicule à une certaine vitesse. À une certaine vitesse. Quand il va freiner, vous allez voir que le poids des bagages ou des marchandises vont faire incliner le véhicule. Et c'est ça qui provoque souvent ce qu'on appelle des tonneaux. La réaction du colonel Dodora ne se fait pas attendre. Messieurs, dames, bonsoir. Désolé d'interrompre votre voyage, mais il y a trop de risques. Vous voyez, il y a des bagages volumineux, vous voyez, sur le véhicule, et il n'est pas autorisé à faire un tel transport de marchandises. Il y a un risque. À une certaine vitesse, s'il freine, le véhicule va s'incliner. Il va s'incliner sous le poids de ces bagages-là, il peut se renverser. Alors que vous partez pour fêter. Moi, je veux que vous arriviez intact, en famille. Un coup de massue pour les voyageurs. Prendre un véhicule comme ça ne vous fait pas peur? Si, ça fait peur, mais on avait déjà donné notre argent. Donc là, on ne pouvait pas réclamer. C'est-à-dire nous sommes quittés à Djamé de Liberté. On avait déjà payé le ticket. C'est quand nous sommes arrivés en bas du pont qu'ils nous ont dit qu'ils vont charger. On ne pouvait pas faire autrement, nous étions obligés parce qu'on a payé cher. Moi, comme ça, j'ai payé 9 000. Ici, Boaké, Abidjan Boaké. Bon, comment c'est chargé? Vous rentrez à l'intérieur, même on ne peut pas déplier les pieds. Tout cela, là, tout est barrage à l'intérieur. On va faire comment? Donc, franchement, il va trouver un cas, on va continuer avec. Une autre infraction est signalée à l'officier supérieur de la gendarmerie. On ne fait pas ça. Faut même pas dire ça même. Non, ne dis pas ça. Voilà, ne dis même pas ça. Nul n'est au-dessus de la loi. Ce conducteur dissimule sa plaque d'immatriculation sous cette plaque banalisée. C'est pour échapper à la vidéo-verbalisation. C'est aussi pour... C'est un acte d'incivisme qu'il faut sanctionner. Et là, il sera? Oui, d'abord ça sera retiré. Est-ce que vous comprenez? Et puis on va le verbaliser. Est-ce que vous comprenez? Et puis on va remorquer le véhicule. Oui, c'est un cas de remorquage. Depuis le début de l'opération Tolérance Zéro, 337 plaques banalisées ont été retirées. Ça ne se fait pas. C'est même pas normal d'ailleurs. Mais pourquoi vous le faites? Bon, vraiment, il n'y a pas d'explication. La loi, c'est la loi. On est allé au-delà, c'est pas normal, donc il faut retirer. Et donc, c'est ce que je m'apprête à faire maintenant. « 40 km plus loin, le lieutenant-colonel manque de se faire renverser par ce motard. Allez-y doucement. C'est ce genre de conduite qui a obligé ce chauffeur de poids lourd à faire une sortie de route avec sa cargaison estimée à plus de 10 millions.
Ça va? Dieu merci. Et ton moral, ça va bien? Hein? Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais éviter moto. Donc le motocycliste est tombé devant lui en voulant l'éviter, donc il a préféré prendre le terre-plein sous le poids aussi de sa marchandise. C'est ce qu'il disait tantôt là, donc ça s'est basculé. Vous voyez comment est-ce que le poids peut déséquilibrer. Heureusement que le terre-plein a stoppé la course du camion de 20 tonnes. Nous sommes sur la nationale A1. Cette route traverse le département d'Adzopé et relie la Côte d'Ivoire au Ghana et au Burkina Faso. Malgré les panneaux de signalisation, il n'est pas rare de voir ce genre de dépassement. Les véhicules en face sont obligés de ralentir pour éviter la collision. En 2020, ce genre d'imprudence va coûter à Jean-Claude sa jambe gauche. C'est à ce niveau-là, on était. Tu vois, non? On était là. Mais le massacre qui était en face de moi, là, qui était devant moi. Il a accepté de revenir sur les lieux de ce drame qui a bouleversé sa vie. C'est la A1. Ouais, c'est la A1. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça roule très vite. Ouais, très vite, c'est la A1, les gens. Et toi, tu reviens souvent ici pour voir, faire des vidéos? Bon, de passage, à chaque fois je me rappelle, hein, la soirée du samedi 4 avril. Voilà, c'est tu en ris aujourd'hui? Mais ça a été un jour tragique quand même. Ouais, grâce à Dieu, on est vivant. Hein. C'est l'essentiel. Ça a été un jour... C'est de retour à Méazin, un village à 3 km d'Adzopé, que tout bascule. C'est moi qui roulais la moto, qui tenais le guidon. Et là, à ce niveau-là, il y avait un massa avec qui était devant moi. Un massa qui était devant moi. Et là, j'étais trop rapproché au massa. Vous n'avez pas respecté la distance. Exactement, je n'ai pas respecté la distance de sécurité. J'attendais à ce qu'il y ait là, une position pour pouvoir partir. Et tout d'un coup, le massa, il se rabat à droite. Ça m'a surpris en fait. Il se rabat à droite, moi c'était pour me laisser le passage. Et quand je lève la tête, je vois qu'il y a un gros camion qui est en face. Qui vient de ce côté? De ce côté, dans le sens d'Adzopé. Et je dis à mon petit, c'est gâté. Voilà. Donc je cherche, et que l'issue c'est quoi? Jeter la moto en brousse, que ça nous trimballe en brousse pour éviter le choc avec le croisement avec le gros camion. Mais c'était trop tard, il était déjà proche, il a pris notre côté. Voilà, il était en plein, il a pris notre côté. C'est-à-dire il roulait en sens dans le Oui, il roulait dans l'autre sens. Et là, paf, quand la moto s'est touchée, il a passé, on a touché le côté chauffeur là, et les phares du côté chauffeur, et là, on nous a passé dessus. Ça s'est passé en une fraction de seconde. Voilà. Le camion de 30 tonnes lui écrase le pied gauche. 6 ans après, il a toujours la vidéo de cette scène effroyable. Et là, moi, je disais aux gens, mais faites vite, envoyez-moi à l'hôpital pour qu'on puisse m'amputer rapidement, sinon je vais mourir. Si on peut me vider de mon sang, c'est ce que je leur disais. C'est là que j'ai soulevé la jambe écrasée pour la coller à l'autre jambe. Ouais. Mais ça a continué, le mal persistait et puis bon. Les pompiers civils n'ont pas tardé, ils ont été vraiment... Dans un laps de temps, ils étaient déjà sur les lieux. Grâce à la célérité des secours, il sera amputé le même jour. Son petit frère perdra sa jambe quelques jours plus tard. L'incivisme sur les routes, ça peut changer la vie en une fraction de seconde, sincèrement. Ouais. Je suis là, donc je témoigne aujourd'hui. Hein. Le port de casse nous a sauvés parce que avec le choc, on peut avoir le crâne brisé, voilà. Mais seulement que le véhicule nous a passé dessus, ce sont les jambes que le véhicule a emportées. Jean-Claude n'a pas seulement perdu sa jambe, il a aussi englouti dans ses soins le prêt contracté auprès d'un établissement financier. Depuis 2020, Jean-Claude essaie de s'adapter à sa nouvelle vie. Grâce à sa marraine,
maman Nina Lukwada, épouse Salé, du côté de la Riviera Palmeraie. Il a pu s'acheter cette prothèse qui l'aide à retrouver un peu d'autonomie. Donc chaque jour, le matin, je fais au moins une séance d'1 heure de rééducation. Quand je me réveille tôt, souvent quand je me réveille à 5 heures, je le fais jusqu'à 6h30. Les soirs aussi au coucher, je reprends parce que la journée, j'essaie de bouger un peu par rapport à mes petites activités. Aujourd'hui, Jean-Claude espère se relancer dans l'élevage. J'aime beaucoup l'élevage à la base. Voilà, donc du coup, j'avais une petite ferme parce que je louais un local ici où je faisais mes poulets. J'avais quelqu'un qui était à côté de moi qui suivait, mais malheureusement ça a mal tourné. Donc pour le moment, j'ai mis une pause pour mieux me réorganiser. Marqué à vie, Jean-Claude n'a rien perdu de son enthousiasme et de sa foi en l'avenir. Une chance que de nombreux usagers n'ont pas eue. De janvier à février 2026, la Côte d'Ivoire a enregistré 519 accidents qui ont causé la mort de 164 personnes, soit une moyenne de 4 morts par jour et 1934 blessés. Des actions conjuguées du ministère des Transports et des Affaires maritimes, de la police nationale, de la gendarmerie et d'initiatives privées ont permis la traque de tous les auteurs d'incivisme sur les routes ivoiriennes. Ce matin, nous sommes au kilomètre 305 sur l'axe Bouaké-Yamoussoukro. Ce lundi de Pâques, sur le chemin du retour pour Abidjan, les automobilistes ont le pied au plancher malgré la présence de ce radar. Le colonel Nguessan veut lui-même observer les tendances. Monsieur, bonjour. Comment ça se passe ce matin? En termes de tendance, ce matin, les gens sont allés fêter, tous fêter. C'est le retour, ils sont en vitesse. La vitesse est la première cause de mortalité sur les routes ivoiriennes. Les Ivoiriens roulent généralement très vite. Ils roulent très vite et voilà pourquoi nous déployons les radars mobiles pour pouvoir emmener les gens à respecter, je veux dire, la vitesse autorisée, réglementaire sur nos routes. Dans la pratique, la présence du radar n'a pas vraiment d'effet sur l'allure. Couleur grise. Couleur grise. Ouais, il est à 133 km. Le coordinateur de l'opération Sentinelle routière souhaite rencontrer les chauffeurs des véhicules flashés par le radar. Vous pouvez faire une sortie de route pour aller faire un accident avec quelqu'un d'autre qui, lui, roulait à lui modéré. Vous allez créer un accident chez lui et puis c'est des familles qui sont endeuillées. Donc il faut penser à tout le monde. Il ne faut pas penser à soi-même. Pour ces 3 chauffeurs, ce sera une amende de 10 000 francs CFA et une bonne heure de conseil. Le colonel Nguessan use de pédagogie avec les usagers qui n'acceptent pas toujours les chiffres du radar. Souvent les usagers ne veulent pas reconnaître. Ils pensent que c'est un abus des gendarmes. Mais les gendarmes sont là pour votre sécurité, ils ne sont pas là pour abuser de vous. Dans le cadre de l'opération Tolérance Zéro, là, vous restez ici pendant au moins 1 heure de temps avant qu'on vous libère. C'est bon? Donc je vais vous laisser avec les brigadiers qui vont vous permettre de vous calmer, de vous ressaisir et puis on va vous remettre dans la circulation. Le ton va se durcir avec ce véhicule aux pneus complètement usés. On ne peut pas vous laisser partir comme ça. Là. Vous allez aller faire une crevaison de roue, ce n'est pas possible. Il faut bien stationner. Ça augmente le risque même d'accident. Il fait chaud. Vous voyez, non seulement il fait chaud, mais les pneus sont lisses. Et puis vous faites de la vitesse avec. Mais ça dit que tous les ingrédients sont réunis pour que vous allez faire un accident. Non, on ne va pas vous libérer, on va vous emmener à changer vos pneus avant de reprendre la route. Puis, autour de ce quart de transport, flashé à 124 km/h.
Dès l'instant que vous voyez que le conducteur commence à ne plus respecter les règles de la route, appelez. C'est un carnage en cas d'accident. Donc voilà pourquoi la vitesse de ces véhicules-là est réduite au maximum. Ils ont 80 km maximum à faire. Ils ne peuvent pas se retrouver à 124 km. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que c'est un drame qui se prépare. En plus de l'excès de vitesse, le car transporte un surnombre de passagers. Et ce n'est pas tout. Un pare-brise est fissuré. Et puis on va interroger, comme on dit, le conducteur sur ces faits-là. Pourquoi est-ce que, sachant qu'il n'est pas autorisé à prendre plus de 70 personnes, il les prend? Et ça va faire l'objet donc de l'ouverture d'une procédure judiciaire. Il peut être poursuivi pour ces faits-là, avec l'autorisation du procureur de la République. Son permis aussi, lui, est retiré. Il va perdre des points. Grâce au dispositif renforcé, 2026 présente, au contraire des 3 dernières années, une réduction notable des accidents en période de Pâques, avec seulement 5 décès, 24 accidents et 88 blessés. En plus des actions de sensibilisation et de formation de l'Office de la sécurité routière, des initiatives privées ont vu le jour, avec pour objectif de lutter contre l'incivisme sur les routes ivoiriennes. L'Institut de sécurité routière reçoit ce matin des fêtières de transporteurs. Jean Thiemoko, le fondateur de l'ISR, opte pour des images chocs pendant la formation. C'est pour ça que lors des formations, je vous demande de prendre conscience parce que aujourd'hui, c'est pour faire en sorte que vous ayez des comportements responsables sur la route. Vous êtes à bord d'un véhicule, vous êtes fatigué, rangez votre véhicule, ça va vous prendre 15-20 minutes. Vous lavez le visage, vous allez voir que vous revenez encore requinqué. Ne forcez pas. Quand vous voyez que vos yeux sont en train de se clignoter, vous allez avoir une douleur au niveau de la nuque ici. La fatigue se fait sentir. Vous allez commencer à bâiller. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, soyez conscients, il faut qu'on change de comportement. Des images qui font leur effet. Vu une personne comme ça, quand tu deviens un peu à cette place-là, c'est choquant. On est obligé d'aller même à nos bases pour pouvoir bien sensibiliser pour éviter ce genre de drame. Pour l'ancien commandant des brigades autoroutières et routières d'Abidjan, la formation reste une option pour le changement de comportement. À Abidjan, ici, qui a eu son permis en 1990, on est aujourd'hui en 2026. Vous voyez que la configuration de la route, la configuration du terrain, les infrastructures, tout a changé. Donc il faut mettre cette personne-là à jour par les formations. Les nouveaux panneaux qui sont nés aujourd'hui, quand vous voyez à l'approche des radars, vous allez voir des nouveaux panneaux qui vous signalent. La conduite rationnelle profitera aussi aux entreprises. Vous achetez des engins, par exemple, pour travailler. Je vais vous donner ça aux commerciaux, vous donner ça aux chauffeurs qui vont faire des différentes activités. Si les gens ne sont pas formés pour bien utiliser ces appareils, ces engins, et que vous êtes donné peut-être une durée de vie de 5 ans pour vos engins, mais une mauvaise utilisation, la méconnaissance même des panneaux sur la route, et ceux qui sont inconscients, en guillemets, ne mettent pas en pratique les règles du code de la route. Mais il va sans dire que c'est vos engins qui sont prévus normalement pour 5 ans, à partir de 3 ans déjà, parce qu'il y a un accident. Il y a un accident, ou bien, comme je l'ai dit tantôt, le système de freinage, d'embrayage a été mal utilisé, donc du coup, on est obligé d'aller changer. Pour ces acteurs clés du transport en Côte d'Ivoire, la responsabilité, c'est prévoir un cadre juridique pour le statut du chauffeur professionnel en Côte d'Ivoire. Un chauffeur de gros camion comme ça, il peut avoir 60 000 par mois, et puis il n'y a pas de prime. Bon, les frais de route qu'on lui donne, il veut gérer ça pour qu'il puisse amener quelque chose à la maison. Bon, au niveau de raquettage aussi, on le soutient ça dans sa main, donc ça fait qu'il n'est pas tranquille dans son activité. C'est à partir des statuts juridiques que tous les contrats sont liés. Moi, comme ça, quand je prends la voiture de mon patron, mais il n'y a pas de contrat entre nous. Souvent, même là, le patron même n'a pas mon photocopie de permis chez lui. Il vient, il me donne sa voiture. Ce qui nous lie là, c'est la recette qu'il vient le donner le soir. Mieux, la sensibilisation doit s'étendre à toutes les couches de la population.
moi je parle de conducteurs ivoiriens en général. En général, il n'y a pas de courtoisie en Côte d'Ivoire. Remarquez quelque chose, quand un feu tricolore en panne à Abidjan, automatiquement, les secondes qui suivent, vous allez trouver qu'il y a un embouteillage. Parce que tout le monde est pressé. L'autre ne va jamais dire à son prochain, non, vous allez-y, comme chez vous est dégagé, vous pouvez partir, nous on va attendre. Il n'y a pas de courtoisie. Est-ce que vous voyez? Il faut rééduquer les Ivoiriens. Ce côté-là, c'est très important. Sur le terrain, l'ISR privilégie des actions de proximité. Ce matin, les élèves de cette école maternelle expérimentent la traversée sur les bandes blanches offertes par l'ISR. Un exercice que les tout-petits ont parfaitement compris. À partir d'aujourd'hui, quand vous venez de la maison, où vous devez traverser? Si? Très bien, on applaudit pour lui. Dès l'instant, vous avez quelqu'un qui est bien éduqué sur un domaine bien précis, particulièrement en sécurité routière, mais vous allez voir, c'est un enfant qui ne va pas jouer avec le téléphone sur la route, c'est un enfant qui ne va pas s'amuser sur la route parce que la route, ce n'est pas un espace pour jouer. Donc depuis le bas âge, mais quand ils vont arriver même chez eux, à la maison, à leurs frères, à leurs amis, ils vont dire non, on ne traverse pas là, voilà ce qu'on nous a dit aujourd'hui. Donc ils deviennent automatiquement une chaîne de transmission même de ce qu'on a enseigné. La sécurité routière est bien une préoccupation majeure quand de nombreux usagers ignorent les règles élémentaires comme le rôle des bandes blanches. Automatiquement, quand ils me voient traverser, un individu qui est engagé sur les bandes blanches, l'usager qui vient, voilà. Vous voyez ces comportements-là? Vous voyez ça? Vous voyez? Avec ces bandes blanches-là, logiquement, quand vous arrivez là, vous devez pouvoir ralentir. Bandes blanches, ça veut dire quoi exactement? Les bandes blanches, c'est un espace sécurisé pour les piétons. Ça permet de régler la circulation sur la route, de ne pas créer des litiges entre les piétons et les véhicules. Je vous ai parlé des litiges, ça veut dire de quoi? Dès l'instant l'usager est engagé, le piéton est engagé sur la bande blanche, l'usager qui vient doit probablement s'arrêter. Mais quand il n'y a pas de bande blanche, vous allez voir, on ne sait pas, les gens ont commencé à courir. Soit c'est lui qui va accélérer, ou bien c'est le piéton qui va commencer à courir. Alors que dès que quelqu'un est engagé sur ces bandes déjà, automatiquement, les conducteurs, les usagers de part et d'autre vont s'arrêter. Ils doivent s'arrêter, c'est un impératif pour eux. Pour saisir l'ampleur de la question, direction la commune de Yopougon. Sur cette portion très fréquentée, ce Baka n'hésite pas à s'arrêter sur les bandes blanches. Monsieur, bonjour, comment allez-vous? Descendez un peu, vous allez voir comment vous allez garer votre véhicule. Vous voyez, ça c'est le passage des piétons, n'est-ce pas? C'est ici que les piétons doivent traverser quand le feu est vert. Maintenant, quand vous venez vous garer dessus là, est-ce que c'est bon? Il y a aussi les piétons qui ne savent pas trop où se mettre pour traverser au feu. Là-bas, le feu est vert. Vous voulez traverser? Venez ici. Quand vous voulez traverser, ne vous mettez pas derrière le feu. Il faut que vous voyez le feu qui est là. Venez ici. Monsieur, dame, venez par là. C'est pour ça qu'on a fait ces bandes blanches là pour vous. Vous regardez le feu. Vous patientez. Quand le feu va passer au rouge, qui est synonyme de passage des piétons, en ce moment, vous passez. Mais si vous mettez ici, vous ne voyez pas comment ça se passe. Vous voyez? Voilà, c'est rouge, donc vous pouvez traverser. Hein? Quand le feu est à nouveau rouge, ce motocycliste va tout simplement passer au mépris des règles du code de la route. Voilà. Monsieur, attirez-vous. Et c'est valable pour tout le monde. Normalement, vous voyez un peu l'esprit des motocyclistes. C'est ce qu'on dit, ils sont aussi à la base de beaucoup d'accidents. Parce que dès l'instant, le feu est rouge pour les piétons. Même les motocyclistes, tous ceux qui utilisent la voie publique doivent s'arrêter. Mais vous constatez que là, il a grillé le feu. Il a grillé le feu, il est passé. Et ça, c'est pas normal. Parce qu'un piéton qui est engagé devant un véhicule, il peut être victime d'un accident.
4 mois après le début des opérations d'envergure contre l'incivisme sur les routes ivoiriennes, la Direction générale des transports terrestres et de la circulation se réunit régulièrement pour dresser un bilan. Mais ce qu'on peut retenir en termes d'impact de manière globale, déjà vous avez les chiffres et donc ce qu'on peut tirer comme leçon, c'est d'abord d'analyser le résultat de la comparaison faite avec les années précédentes. Le nombre d'accidents est passé de 6 318 à 5 591 sur la période du 15 décembre 2025 au 15 avril 2026, soit une baisse de 12%. On est vraiment en baisse en termes d'accidents corporels, matériels et même en termes d'accidents mortels. Donc le bilan, il est satisfaisant, mais on ne va pas tout de suite tomber dans un auto-satisfecit. On attend jusqu'en fin d'année pour faire une évaluation comparée au bilan de l'année dernière. Un recul que la DGTTC doit à sa stratégie de communication, notamment le concept « Allumer la télé ». Et on a amené les citoyens à participer à la dénonciation pour arriver à la répression des actes d'incivisme. Le fait qu'on ait sanctionné des personnalités, je dirais, du monde artistique, des personnes influentes, on n'a pas hésité à les sanctionner. Le fait qu'on ait interpellé des hommes politiques et qu'on ait traqué les véhicules administratifs, parce que pour nous, donc, les interpellations de l'administration, des agents de l'administration, ces interpellations-là ont vraiment touché le cœur des Ivoiriens et tout le monde a commencé à comprendre que ce n'était pas du jeu. Cette veille permanente a non seulement permis des interpellations de poids et d'identifier les récidivistes. Ce matin, on a allumé la télé sur une dame qui était déjà passée ici pour avoir utilisé son téléphone au volant. Et quand elle est arrivée ici, malheureusement, on a constaté qu'elle n'avait plus de points sur son permis. Donc, elle a été de façon exceptionnelle autorisée, sans une autre forme de sanction, à aller récupérer ses points. Et ce matin, on constate que la même dame se fait filmer et balance la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est qu'au moment où vous communiquez face caméra, mais vous ne pouvez pas être en train de regarder la caméra et puis regarder la route. Donc pour nous, c'est une situation de conduite en tout cas qui engendre des risques. Surtout pour quelqu'un qui est passé ici il y a moins de 2 mois. Le prochain challenge de la DGTTC, faire appliquer la tolérance zéro aux véhicules de transport en commun, un secteur réputé sensible. Dans la guerre contre les chauffeurs indélicats, la police joue sa partition. Tous les week-ends, la police spéciale de la sécurité routière conduit des opérations de dépistage d'alcoolémie à des endroits stratégiques de la capitale économique. Les tests d'alcoolémie que nous faisons, c'est pour amener les conducteurs là, à ce niveau-là à rester vigilants. Les conducteurs, de savoir qu'on peut conduire, mais on ne doit pas consommer l'alcool. Vous connaissez bien le taux, c'est 0,8 le maximum. L'alcool agit sur la motricité. Il perturbe la quiétude du conducteur. Il perturbe la vigilance du conducteur. Quand les faits sont avérés, écoute, on est soumis directement à la rigueur de la loi. Donc voilà, donc il y a une interpellation et on appelle quelqu'un pour prendre le véhicule et lui, il retourne chez nous après audition, on le présente au juge le lendemain. Les âmes du commissaire Kader doivent extirper de la circulation les chauffeurs en état d'ivresse. L'alcool au volant étant la seconde cause des accidents derrière la vitesse. Notre souci, c'est d'amener les Ivoiriens à comprendre que l'alcool et puis la conduite ne font pas bon ménage. Le principe, souffler dans cette étrange machine et attendre le résultat. Quand l'alcool est détecté, comme chez ce jeune automobiliste, un autre test est effectué pour connaître le taux d'alcool dans le sang.
Au premier niveau, l'appareil nous dit qu'il est positif. Maintenant, on va mesurer pour voir est-ce qu'il est au-delà des 0,8 points. Il faut remplir. Vas-y, un effort encore. Voilà. C'est bon. Il atteint 100. Ah, de toute façon, il sonne. Hein. Oui, on a 0,19. Ah. Tu as la chance. Tu peux rentrer chez toi. Cette fois, Sangaré s'en tire bien. Il est 3 h du matin. Direction la bouillonnante commune de Yopougon. Il est 3h30 du matin. Dans les bars et maquis dans cette rue de la commune de Yopougon sont toujours pleins. On fait la fête et on boit surtout beaucoup d'alcool. C'est justement dans ces endroits que la police spécialisée tend ses tentacules pour mettre le grappin sur ces chauffeurs indélicats. À peine arrivé, les policiers interpellent ce jeune homme. En Côte d'Ivoire, pour ses vacances, il a un peu trop levé le coude cette nuit. Monsieur, il s'il vous plaît. Je viens. Calmez-vous. Monsieur. Il est un peu agité. S'il vous plaît, calmez-vous. Je suis dans la bouche. Je suis lieutenant Koné. Lieutenant Koné, c'est quoi votre matricule? Je ne peux pas vous donner mon matricule. Si j'ai besoin. Après 30 minutes de contestation, il se soumet au test. 1,06 g d'alcool dans son sang. Le compte rendu était déjà fait, donc on va rendre compte encore au directeur. Voilà. Est-ce que là, il sera interpellé là? Il est interpellé, immédiatement il est interpellé. Il est immédiatement entendu. Vous met aux arrêts. D'accord. Vous appelez un proche qui peut venir chercher le véhicule. Puis conduit à la préfecture de police. Depuis le début de l'opération Tolérance Zéro, 9 personnes ont été traduites en justice. Dans cette guerre sans merci, personne n'est épargné. Et en deuxième partie de soirée, on va parler goût et surtout transformation. Oui, Alassane, quand la fermentation fait le goût, c'est à voir en deuxième partie de soirée. Surtout, restez avec nous. À tout de suite. De retour sur le plateau de NCI Reportage, merci d'être toujours avec nous. Dans nos plats et nos sauces, Mélina, certains goûts sont incontournables. Oui, Alassane, car ils viennent d'un processus bien particulier, celui de la fermentation, que ce soit avec la tchéké, la banane ou encore certains poissons. Quand la fermentation fait le goût, un reportage que vous propose William Sakéré, Doria Gloire et Roméo Tapé. Pendant 3 jours, je mets dans un sachet. J'attache pour que ça se fermente bien. Quand les 3 jours arrivent, maintenant j'enlève. Je lave et je mets ce grillage. Et donc là, en fait, ça, c'est du poisson fermenté? Oui, oui. Bien emballé. Quand c'est bien emballé, et puis tu caches ça dans un coin où on peut avoir la chaleur pour que ça se fermente vite. C'est comme ça. Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle de poisson fermenté, on peut penser que c'est du poisson qui est pourri. Oui. Comment on explique que justement c'est le poisson pourri qu'on aime manger chez les Ivoiriens? Parce que nous, le poisson pourri, comme le requin, nous on aime manger. C'est pour cela qu'on fait ça fermenter avant de préparer. Parce que ce n'est pas fermenté. Quand on prépare, c'est comme ces poissons normaux. Donc quand c'est fermenté, et puis on fume, quand on met dans une sauce, en tout cas vraiment, c'est délicieux. Cet homme qui ne laisse personne indifférent. Sa réputation liée à son odeur, puissante et insolite, choque les uns et plaît aux autres. Ça sent l'odeur des pipis, quoi. C'est qu'on aime, mais c'est ça qui est doux dans la sauce. Et donc en fait, le fait que ça sente comme pipi, ça, on va dire que ça ajoute un charme. Oui. À la sauce, ça donne le goût. Plus. Oui, oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Adbakou, ça s'appelle briller. Oui, oui. Quand on parle d'un poisson qui sent pipi, est-ce que souvent ça les choque?
Ça les choque un peu parce qu'il dit, ah, est-ce que le poisson, ça là, est-ce qu'on mange ce poisson? Le poisson là, l'odeur là est trop fort. Le poisson, ça là, on ne peut pas manger. Mais quand on fait la manière qu'on fait la bakou, la manière qu'on prend soin de la bakou et puis on fait la sauce, on fait pour leur donner. Quand ils voient la sauce, ils disent, non, c'est pas poisson qu'on a vu qui sent mauvais, qui donne l'odeur bizarre là. C'est pas ça qu'on a vu. Que c'est très bien fait. Donc ça veut dire que... Ça veut dire qu'après, l'odeur peut baisser aussi. Oui, oui, l'odeur peut baisser. Quand on finit, on fait avec le piment, on assaisonne ça très bien. Là que moi, j'apprécie. Moi que vous aimez la bakou, hein? Ah, si, si. C'est tout de chez moi. J'aime ça. On peut mettre dans tout foufou, un taureau, n'importe quelle sauce. Pour réussir le fumage, une chose essentielle, la patience. À feu doux, les morceaux de requin passeront plusieurs jours sur les braises. Aujourd'hui, Pélagie reçoit de la famille pour le déjeuner. Et pour être à l'heure, elles avaient pris de l'avance. Que ça devient sec, on laisse au moins 2 à 3 jours. Là, ça devient bien sec. Là, on peut préparer. Maintenant, comme il y a un peu à la maison, oui, c'est samedi, ça, c'est pas encore bien sec, comme il y a un peu à la maison, on va préparer ce qu'il y a à la maison. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, samedi, là, il y a des gens qui viennent à la maison tout à l'heure pour manger, donc vous devez préparer ça pour eux? Oui, il y a des gens qui vont venir manger. Mais comme ça est au feu, c'est pas encore bien sec. Il y a aussi à la maison. On va prendre ce qu'il y a à la maison qui est sec pour préparer. C'est au bout de combien de jours ça sera prêt justement à être? Au moins 2 à 3 jours. Avant de retourner en cuisine, elle recouvre le cri d'un carton pour maintenir la chaleur dans le four. Ici, les morceaux de requin fermentés et fumés sont d'abord braisés, puis frits, accompagnés d'oignons, de tomates, de piments et d'huile rouge. Et pendant que les sœurs apportent les dernières touches au plat, les invités arrivent. Attends. Agnon. Aïe, pour mes ciments. Bien maman. Aïe, goûter. À tout. Normalement, avant, dans le temps, les parents faisaient ça sortir quand il y a les grandes manifestations. C'est pas n'importe qui mangeait ça. Quand on était tout petit, tu ne pouvais pas avoir accès à bakou, au poisson, au requin. C'était les personnes adultes, les personnes âgées qui mangeaient ça. Et maintenant, comme ça sort maintenant, c'est courant, bon, les gens en mangent plus. Voilà. Donc on va dire que vous êtes des privilégiés alors? Oui, c'est ça. Sa particularité reste cette odeur forte, piquante, presque dégoûtante, un caractère recherché par les fins connaisseurs. C'est l'odeur là même qui nous attire même en plus, qui attire les hackins. Bon, généralement on se dit ce poisson, même quand tu le mets à côté, les souris ne peuvent même pas manger. Le chat même quand il voit ce poisson il fuit. Mais c'est ce côté-là même qui nous attire le plus. C'est ce côté-là même qui nous attire. Il y a un truc dedans qu'on ne peut pas expliquer. Il faut découvrir en mangeant pour savoir ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est un peu ça. C'est l'esprit de l'ébrier. Voilà, c'est ça. Et pour accompagner l'agbakou, je vais traduire en français. Ça veut dire faut d'attiquer. Attiquer là, on laisse fermenter au moins 1 semaine. Jusqu'à ce que ça devienne vert. Donc il y a la moisissure même bien dessus. Vous voyez. Il y a du mal même à écraser. Puisque ça a tellement duré. Donc quand ça devient vert, tu détaches ça légèrement. Tu détaches. Au fur et à mesure que tu détaches, le verre là même disparaît tout seul. Au fur et à mesure que tu détaches, le verre lui-même il se démarque tout seul quoi. On n'arrive pas à distinguer s'il y a verre dessus. Tu détaches juste à ce qu'on ne sente pas les boules. Voilà. Maintenant on met de l'eau pour bien laver. Et donc en fait, la matière première de ce foutou là, c'est la tiéké, on va dire. Oui, c'est de la tiéké fermentée. Et voilà. Avec du verre dedans, tout ça aussi. Oui. Chez les Adiokro, le Egbonupa occupe une place spéciale. Il est profondément ancré dans les habitudes alimentaires. C'est dans la couture Adiokro. Chez nous, cette nourriture-là, c'est dédié personnellement pour les nourrices. Parce que c'est nourrissant. Quand tu manges, quand tu fais pour donner à une nourrice, en tout cas, elle prend du volume.
C'est pratiquement pour les nourrices qu'on fait ces trucs. Mais c'est une culture à Djouko. C'est fait ça pour les nourrices. Il n'est jamais gâté en fait. Non, chez nous au pays à Djouko, l'attiqué, ça ne se jette pas. Hein. Même s'il est pourri, ça se mange. C'est notre nourriture de base. L'attiqué, c'est notre nourriture de base. Même si c'est gâté, on peut le récupérer. À chaque moment, l'attiqué, nous on le vape. Et donc là maintenant, une fois qu'on a détaché tout ça, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La détaché, on met l'eau pour laver bien propre, jusqu'à ce que ça devienne propre comme auparavant. De la main, on a préparé la ticket, de la main, c'était on va laver la ticket jusqu'à ce que ça devienne propre. Pour ceux qui ne le savent pas, préparer et consommer de l'attiqué, laisser fermenter pendant plusieurs jours, peut choquer. Mon mari est agné. Une fois, j'ai fait, quand il allait au travail, il est venu, devant lui, je faisais, il a dit, mais c'est quel attiqué pourri j'ai en train de faire là? J'ai dit, attends, parce que si je finis, je vais voir. Résultat, il dit, lui, il ne mange pas ça, il dit, il faut sortir. Maintenant, quand il est revenu, j'ai pilé. Il a fini de manger d'abord, puis je lui ai dit, mais c'est attiqué pourri là que tu as mangé. Il dit, c'est faux. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas habitué pour la première fois, il est gêné, mais quand il mange... Moments spéciaux. Non, c'est des moments spéciaux. On mange ça, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours on mange ça, parce que pour faire, c'est pas facile. Ça prend le temps, donc tout le temps, on ne peut pas manger. On fait ça peut-être dans le mois, on peut faire une fois, 2 fois. Parce que c'est pas facile, il faut conserver, il faut faire fermenter, l'attiquer jusqu'à faire, donc on ne peut pas faire ça tout le temps. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose, si par exemple quelqu'un vient chez vous, qu'il est curieux de voir la culture à Djouko, c'est un plat que vous allez proposer? Oui. Parce que le foufou, on connaît ça déjà. On connaît déjà le foufou. À la découverte du lokounou. Chez les Betranou, ce plat traditionnel à base de bananes très mûres, à la limite du pourri, s'invite régulièrement à table. Je pense que c'est bon. Tu peux verser l'eau. Aujourd'hui encore, Juliette est en cuisine. En ce moment, nous sommes en train d'apprêter la banane pour faire l'oknou. L'oknou? Oui. L'oknou, c'est quoi? Dites-nous un peu. L'oknou, c'est un mets baoulé. Est-ce que c'est du foutou? Non, c'est pas du foutou. C'est du foufou? Non. C'est quoi alors? C'est de la banane bien mûre que l'on pile pour obtenir une pâte et mélanger ensuite avec de la farine de maïs, assaisonner avec du piment. Ça, c'est au choix. Et puis, on met dans les feuilles d'attiqué. À l'origine, au village là-bas, comme il y a les bananiers, c'est dans les feuilles de bananiers qu'on prépare. Mais en ville, ici, c'est difficile. Les mains d'or. Il n'a qu'à venir piler mes bananes. Le lokounou est réputé pour son pouvoir bourratif. Je pense que comme c'est un truc, quand tu manges, tu n'as pas faim. Donc c'est comme du béton. L'oknou, ça veut dire ça dort dans le ventre. Voilà. Comme ça, c'est bon. Aidée de sa fille Rosemonde, mère et fille épluchent les bananes. Par la suite, elle passe au mortier. Pour la jeune femme, ces moments dépassent le simple cadre culinaire. Pour moi, c'est comme un retour à la source, parce que c'est pas évident. De nos jours, avec la jeunesse de maintenant, c'est pas tout le monde qui va forcément au village, c'est pas tous les parents aussi qui transmettent ce qu'ils ont appris au village à leurs enfants. Donc, avec maman, c'est toujours un plaisir d'apprendre. Elle a sa façon particulière, sa petite touche pour montrer les choses aux gens, pour qu'on puisse assimiler très rapidement. Donc, voilà. C'est un plaisir en fait. Parce que dès que c'est cuit, nous tous on se rue dessus quoi. On a envie de manger, on a envie de profiter du goût et tout. Donc. Avant d'arriver à la phase dégustation, il faut poursuivre la préparation avec un autre ingrédient essentiel. Voilà. La farine de maïs.
Et si le rôle de la poudre de maïs, c'est de rendre la pâte qu'on a obtenue après avoir pilé la banane, c'est pour rendre ça plus ferme. Voilà, donc, plus consistant. Plus consistant en fait. C'est ça qui donne le côté kingi là. C'est ça qui donne le côté kingi. C'est quoi là? Ça veut dire ferme, très ferme. Le côté béton peut-être? Oui, le côté béton. Voilà, exactement. Est-ce que ça veut dire que si on n'a pas de farine de maïs, on ne peut pas faire le locon? Normalement, c'est avec ça qu'on fait. Parce que les autres, à l'origine, comme maman nous l'avait expliqué une fois, à l'origine, la farine de blé n'existait pas en fait. Et c'était avec la farine locale qu'on faisait. Donc c'est le maïs qui était à portée de main. Parce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents connaissaient. Donc c'est ce qu'ils utilisent. Ce matin, nous sommes dans les pas de Ruth. L'esthéticienne est au marché. Sa première escale du jour, c'est à cette table. Pour lui donner la tête là. Donner ça. Ici, Ruth fait les premiers achats de son marché. Je vais préparer du riz avec la dioma. C'est un repas africain, un repas qu'on mange aussi chez nous. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. On fait avec de l'huile rouge, de l'huile du Nord, du piment et tout ça. Donc c'est pour ça que je suis là. Je suis venu prendre la dioma. Donc de là, on va aller prendre encore du piment, la tomate et tout ça pour faire. L'ingrédient vedette de sa recette, c'est justement l'adjuvant, ce poisson fermenté et salé. Utilisé traditionnellement pour relever les sauces, il revendique pourtant une place plus grande dans la gastronomie. Donc pour ce repas-là, quand tu veux manger, il faut prendre forcément l'adjuvant. C'est dans le piment qu'on peut mettre des crevettes ou bien du mangue dedans pour pile. Et puis pour assaisonner vraiment le piment. Est-ce que c'est du poisson soso, du poisson mérou? Bon, on peut prendre tout ce genre-là, soso, mangue, mais ce qui est plus intéressant, c'est avec du soso, parce que le soso, il est charnu. Donc quand tu manges, c'est vraiment bon. On peut manger mais avec du gari, avec de la banane bouillie, voilà. C'est juste avec le piment. Donc le soso, quand on va faire, vous allez voir comment ça se passe. Derrière son étal, Ange voit défiler chaque jour des amateurs de ce produit particulier. Ça n'a pas fui, c'est très bon. Ici, les gens consomment ça beaucoup. À sa table, plusieurs variétés de poissons sont déclinées en adjuvant. Bon, c'est un poisson plat. Et puis il y a quoi encore? On doit des plats. Il y a thon. Il y a thon, il y a cerveau de mer. Ça c'est thon. Ça c'est thon. Ça c'est plat. Mais ça c'est sauce. Chez nous, on met le riz dedans et puis quand l'eau bout, on le met dedans et puis ça donne un bon parfum au riz. Il ne décompose pas en tant que tel. Peut-être qu'il perd un peu sa saveur par rapport à quand il est tout frais. Voilà. Et puis, on met le sel. Lorsqu'on parle d'adjuvant aussi, on parle de l'odeur de l'adjuvant. Oui, l'odeur. Mais quand on arrive normalement à faire presser... tout ça. Son odeur, c'est vrai, les gens n'aiment pas l'odeur d'adjuvant. Il n'est pas agréable l'odeur, mais à la bouche, il est vraiment agréable avec le piment et tout ce qu'on peut mettre autour pour pouvoir manger. Vraiment, ça passe. Quand il est prêt, on le sert accompagné de riz. Et au moment de la dégustation, l'adjuvant est en petite quantité. On ne prend pas assez. Avec celui-là, on peut manger avec ce riz-là. Parce qu'il est salé. Il y en a qui peuvent manger. Nous autres, comme nous, on le consomme, donc on peut manger assez. Mais ce n'est pas évident avec les autres. Voilà. C'est par habitude en fait? Oui, par habitude. Et puis on y prend goût. Voilà. C'est d'abord un peu de riz. Bon, comme vous n'avez jamais goûté, je vais vous juste servir un peu. Okay. Le piment, il est à 2 niveaux, comme je l'ai dit là. Ça, c'est du piment grillé. Voilà. Ça, c'est un piment revenu. Et puis ça, c'est le piment frais. Donc, je vais mettre les deux et puis vous allez goûter à votre goût. Et pourquoi justement on met autant de piment? Bon,
Pour donner un peu, je ne sais pas comment dire, peut-être... Est-ce que ça peut tuer un peu aussi le côté fermenté du poisson? Non, pas forcément. Pas forcément. Chez nous en Afrique, quand on ne mange pas le piment, on se dit qu'on a un peu de nausée et tout ça. Et puis le piment, ça donne vraiment un bon goût. Ça donne un peps un peu à la chose. Voilà. Sinon, ceux qui ne mangent pas le piment, ils peuvent... Et voilà, ça y est, c'est la fin de NCI Reportage pour ce dimanche à la Alassane. Et oui, un numéro que nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter. On revient dimanche avec 2 autres numéros. D'ici là, nos programmes se poursuivent. NCI News, suivi de NCI 360. Bonne soirée à toutes et à tous. Et bonne reprise demain. Le guichet unique du commerce extérieur. Le numérique au cœur de la performance commerciale. L'immobilier est une question d'adresse et nous avons la vôtre.